Bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. Déjà séance du mois de février. On a quand même une bonne séance ce soir. Juste avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour, je porte ce soir là, un petit accessoire là, pour la semaine de la persévérance scolaire. Une semaine qui est très importante. Je crois que on a un devoir là, comme élu aussi là, de rappeler aux gens l'importance là, d'aller quand même chercher un diplôme scolaire, que ce soit là, un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études secondaires, collégiales ou universitaires. Faut toujours se projeter plus loin dans l'avenir. Des fois, on se dit « Ah, j'ai pas besoin d'aller à l'école, j'ai un emploi qui me convient », mais on connaît pas où on va être dans 10 ou dans 15 ans. Et de retourner à l'école lorsqu'on est un peu plus âgé, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose. C'est faisable, mais lorsqu'on est rendu avec une famille et des enfants, ça peut arriver que ça nous repousse de retourner sur les bancs d'école. Donc, bien important là, d'encourager les futures générations à aller chercher un diplôme scolaire. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, greffier à la ville, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi, le 13 février, à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A, ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement, 1, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2022-38, chemin du Cap-Auret, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 3, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2022-39, chemin du Cap-au-Corbeau, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2023-01 pour le 65 Côte de Pérou, suivi en 6, l'adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique portant sur le règlement numéro R830-2023, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'inscrire de nouveaux usages compatibles dans les aires d'affectation agricole dynamique, agricole viable et villégiature. Suivi en 8, consultation publique portant sur le règlement R831-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'ajouter certains usages autorisés dans les zones AV 439, AD 440 et V 441. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R832 2023 ayant pour objet de modifier le règlement de plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'inscrire l'usage spécifique extraction de sable et gravier comme étant compatible dans l'aire d'affectation agricole dynamique, suivi en 10 l'adoption du projet de règlement R832-2023. 11, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R833-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but d'autoriser l'exploitation d'une sablière dans la zone AD 404, suivi en 12 l'adoption du premier projet de règlement R833-2023. En 13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R835-2023, modifiant le règlement R590-2013 sur la formation du comité consultatif d'urbanisme afin d'y inclure le nouveau pouvoir accordé par la loi 69. En 14, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R836-2023, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R629-2015 afin d'y inclure les objectifs et les attentes en patrimoine culturel édictés par la loi 69. En 15, adoption du projet de règlement R836-2023. En 16, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R837-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de construction et de démolition
le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, le règlement sur les permis et certificats et le règlement de zonage afin d'être conforme à la loi 69, suivi en 17 de l'adoption du projet de règlement R837-2023. 18, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R838-2023 ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage, de permis et certificats et de dérogation mineure, suivi en 19 de l'adoption du projet de règlement R838-2023. En 20, adoption du règlement R834-2023, décrétant l'ouverture et déclarant public le lot numéro 6 337 616 du cadastre du Québec. C'est la rue du Four. Dans administration et législation, 1, vente pour taxe. En 2, vente d'une parcelle de terrain, le lot 6 461 504, ancienne rue Napoléon. 3, adhésion et cotisation. 4, Hydro-Québec, implantation de 4 bornes électriques. En 5, modification à la résolution 22-08-438. 6, demande à la Sûreté du Québec, ajout d'effectifs lors du festif. Sécurité publique, 7, habits de combat, achat. 8, projet de coopération intermunicipale, embauche d'une ressource, dépôt d'une demande d'aide financière. Voirie, hygiène du milieu, 9, résolution pour le ministère de l'Environnement, demande de certificat d'autorisation, urbanisme et mise en valeur du territoire. 10, bâtiments patrimoniaux dans un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ministère de la Culture et des Communications, assurance. 11, domaine Simon, demande de désignation, lieu historique national. 12, autorisation de paiement pour subvention, PSM-MPI, 139 rue Saint-Jean-Baptiste. 13, comité consultatif d'urbanisme, nomination présidente et vice-président. 14, terrasse temporaire du Joe Smoke Meat, autorisation. Loisirs, parcs et culture. 15, travaux à l'Arena, avenant numéro 10. 16, entente en développement culturel de la MRC de Charlevoix, dépôt d'une demande. Affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. 1, gala, Charlevoix reconnaît achat de billets. 2, quilloton au profit du regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix, commandite et inscription. 3, Université du troisième âge, location de la salle au Carrefour culturel. Suivi de la correspondance en G, H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de janvier 2023. I, période d'intervention des membres du Conseil. J, question du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizet. Dans la section D, règlement, en 1, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2022-38, c'est pour le chemin Caporet, pour les lots 4 489 548 et 4 489 549. Autoriser la création d'un terrain d'une superficie de 3 742,6 mètres carrés, alors que la superficie minimale prescrite est de 4 000 mètres carrés, considérant les raisons invoquées par le requérant, à savoir que l'opération cadastrale est une redivision des terrains pour permettre la construction résidentielle sur chacun, qu'un terrain n'aurait pas le minimum avec un manque de 257,4 mètres carrés pour être conforme au règlement de lotissement et que chacun des terrains aura une partie du plateau où la pente est moins prononcée. On le voit à l'écran, là, ceux qui nous regardent à la télévision. Les terrains auront aussi là, une grande superficie constructible selon le plan topographique et le plan de lotissement là, de projet qui a été fourni.
Les accès au terrain ne seront pas sur la route 362. Il y a déjà également une entrée là, sur le chemin Caporet qui correspond à la servitude de droit de passage en faveur du 175 chemin Caporet. Si le Conseil décide d'accorder cette demande de dérogation mineure, là, le comité consultatif d'urbanisme nous mentionne là, que la dérogation ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Pour ces raisons, le comité consultatif d'urbanisme nous recommande de procéder à l'adoption de cette demande. Nous sommes en consultation publique, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont ici et qui sont présents pour cette demande? Non. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à adopter le tout. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, c'est proposé par M. Besson et c'est appuyé de M. Ménard. Donc, cette demande est acceptée. En 3, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2022-39. Maintenant, c'est pour le chemin Capot-Corbeau Sud, pour le lot 4 835. La nature de la demande, c'est d'autoriser un terrain d'une largeur sur rue de 24,25 mètres, alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que le terrain est en vente et que la dérogation mineure est pour régulariser la situation qui est déjà existante afin de permettre la construction, que le propriétaire actuel est incapable de prouver le droit acquis et que plusieurs terrains avoisinants n'ont pas la largeur minimale requise de 50 mètres. Le terrain s'est fait subdiviser en parties à l'époque. La vieille construction complémentaire présente sur le lot n'empêchera pas la construction résidentielle et ouvrages sur le terrain. Le terrain, malgré sa faible largeur sur rue, possède une superficie de 5 483 mètres carrés, une superficie qui est supérieure au minimum qui est exigé par notre règlement de lotissement. Et aussi, là, on nous mentionne que si là, on venait à accepter cette demande, là, il n'y aura pas de préjudice là, quant à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le CCU recommande là, de procéder à l'adoption de cette demande. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui sont présents en lien avec cette demande? Non. On n'avait toujours pas eu de commentaires non plus. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au Conseil si on est prêt à adopter le tout. J'ai un proposeur. M. Besson, et c'est appuyé de M. Duchesne. En D5, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2023-01. C'est pour le 65 Côte-de-Pérou. Le lot 6 502 079. La demande de dérogation mineure là, a pour but d'autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé. On voit à l'écran aussi, là, il y a une projection. À l'extérieur du périmètre urbain, avec frontage sur rue de 7,78 mètres sur toute sa profondeur, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue d'une largeur minimale de 4,6 mètres sur toute sa profondeur. Autoriser la création d'un terrain partiellement enclavé, le lot numéro 4, à l'extérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue de 7,79 mètres sur toute sa profondeur, alors que les terrains partiellement enclavés sont autorisés uniquement à l'intérieur du périmètre urbain avec frontage sur rue d'une largeur minimale de 4,6 mètres sur toute sa profondeur. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que la demande est pour créer 2 lots partiellement enclavés, que l'entrée actuelle pour le 99 Côte-de-Pérou avait obtenu une dérogation mineure à l'époque et que cette entrée sera utilisée pour les lots 3 et 4 avec servitude de droit de passage. Il n'y aura pas de nouvelle entrée sur la Côte-de-Pérou. On considère aussi que tous les terrains sont en zone de villégiature et que le règlement de zonage empêche le déboisement de plus de 40 % du terrain. Les terrains sont en amont du terrain de golf et la demande de dérogation mineure aussi ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande aussi d'accorder cette dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce que j'ai des gens dans la salle qui aimeraient se faire entendre en lien avec ce dossier? Non.
Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Non plus. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Je vais le proposer. M. Boily propose son adoption. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé par M. Fizette. J'aurais une question que j'ai omise ce matin. Oui, allez-y, M. Duchesne. Comme c'est adjacent au terrain de golf et que pour les terrains du demandeur, M. Côté, on a eu l'obligation de mettre des filets. Comme ceux-ci se construisent après la demande, est-ce que pour le golf, il va y avoir l'inconvénient de poser des filets à cet endroit? Je ne sais pas si M. Bouchard, au niveau du greffe, vous auriez peut-être la réponse. Je ne pourrais pas répondre ou M. Gagnon à la direction. Vous m'excuserez, j'ai complètement oublié ce matin. Mais Je vais juste regarder là, au niveau de la fonction publique si on a une réponse. Non? Ben, c'est certain, là. Là, c'est plus la ville qui est propriétaire là, du terrain de golf. Là. À l'époque, on avait une problématique parce que c'était la municipalité qui était propriétaire. D'après moi, ça devient, là, le terrain de golf est de propriété privée, ça devient une relation de droit privé entre deux voisins. Là. Ça me répond. Ouais. Merci. qui plus est, M. Deschênes, si je me rappelle bien, c'est en amont et en surélevé. Pensez-vous que ça peut jeter un problème, non? Ça arrive au niveau du filet. OK. Donc, je pense que la réponse qui était donnée par notre greffier là, convenait. C'est bien ça, monsieur? C'est correct. Ça répond très bien. Maintenant, en D7, consultation publique portant sur le règlement numéro R830-2023, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'inscrire de nouveaux usages compatibles dans les aires d'affectation agricole dynamique, agricole viable et villégiature. On en avait déjà parlé. Il y avait eu un avis de motion relativement à ce projet. C'est une demande d'amendement réglementaire qui nous a été soumise par Vélo Charlevoix au nom de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. C'est en lien avec les terrains là, du domaine de l'ancien domaine des cimes. Et on connaît le motif. Là, les gens de la Fondation de l'hôpital et de Vélo Charlevoix aimeraient bien là, en faire un parc de vélos de montagne et de randonnée pédestre 4 saisons. Évidemment, on se doit de modifier notre réglementation afin de permettre le tout. Donc, ce soir, c'est la consultation publique. On a encore là, des amendements à poursuivre et de terminologie. Donc, c'est pour ça que l'adoption va se faire là, dans la prochaine séance, soit là, à la séance de mars prochain. Ce soir, ce n'est que la consultation publique. Donc, est-ce qu'il y a des gens ce soir qui sont présents et qui aimeraient se faire entendre sur ce projet de règlement? Non. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Non plus. Donc, je vais clore la période de consultation publique. Comme je mentionnais, c'était vraiment une consultation. Il n'y a pas d'adoption. Et là, c'est au niveau du plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est vraiment les grandes politiques en matière d'urbanisme sur le territoire. C'est quand même assez large. Et ce plan se doit d'être conforme au schéma d'aménagement là, au niveau de la MRC de Charlevoix, qui, lui, est conforme là, aux orientations ministérielles. Là, ça part de différents paliers. On part du ministère, par la suite, c'est la MRC, le plan d'urbanisme, pour en arriver au règlement de zonage, là, qui, lui, est beaucoup plus précis et qui prévoit les différents usages là, qui sont permis dans un secteur. Donc, on y arrive aussi en D8, consultation publique portant sur le règlement R831-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'ajouter certains usages autorisés dans les zones AV 439, AD 440 et V 441. Donc, c'est vraiment en lien avec le projet de parc là, de pratique de vélo de montagne et de randonnée au domaine des cimes. Et les différentes zones que je viens d'énumérer, c'est les zones là, qui sont comprises dans ce secteur-là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prévoir la pratique là, de vélo de montagne et de randonnée là, pour que le tout soit autorisé éventuellement dans ce secteur. On a un avis de motion qui avait été donné aussi là, lors de la séance précédente là, par M. Duchesne. Et ce soir, on est en consultation publique également à ce niveau. Est-ce que j'ai des gens qui sont présents et qui aimeraient se faire entendre sur ce projet? Non, toujours pas eu rien. Okay. Donc, je clôt la période de consultation publique. En D9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R832-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'inscrire l'usage spécifique d'extraction de sable et gravier comme étant compatible dans l'aire d'affectation agricole dynamique.
C'est une demande aussi là, d'amendement réglementaire qu'on a eu là, qui a été déposé par M. Jenny Côté sur la 138. Là, il y a déjà eu là, dans le passé là, une sablière là, qui était présente là, à ce site. Et au fil du temps, là, l'usage là, n'est plus permis. Il y aurait pu avoir possiblement droit acquis, là, mais il y a eu différentes démarches avec la Commission de protection du territoire agricole. Et ce qui nous est demandé ce soir, là, c'est de faire en sorte de permettre à nouveau cette activité. Là, et par la suite, il y aura une conformité à avoir avec les schémas d'aménagement de la MRC de Charlevoix et ainsi qu'avec la Commission de protection du territoire agricole. Donc, c'est vraiment un avis de motion ce soir pour permettre au plan d'urbanisme l'extraction de sable et gravier. Là, c'est vraiment au plan d'urbanisme qui est au plus large, alors que par la suite, on va y aller au règlement de zonage là, avec quelque chose d'encore plus précis. Donc, comme je mentionnais, le tout a déjà été en opération, mais cessé depuis quelques années. Et si le tout n'avait pas été cessé, bien aujourd'hui, on aurait encore l'autorisation de procéder à ce type-là d'extraction sur les lieux. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Boily dépose l'avis de motion. On a l'adoption du premier projet de règlement. Donc, j'imagine, M. Boily, que vous allez proposer son adoption et M. Fizette, vous allez le seconder. C'est bien ça? En D13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera... Non, je me suis mêlé des 11, désolé. Des 11, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R833-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but d'autoriser l'exploitation d'une sablière dans la zone AD 404. Donc, c'est ensuite là, du plan d'urbanisme qu'on vient d'entamer la modification. Là, on est rendu au règlement de zonage et on y va dans le plus précis. Et là, vraiment, c'est l'usage d'une sablière là, qui serait permise. C'est les mêmes arguments là, que je viens de mentionner là, dans le précédent article. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Fizette. Donc, vous allez proposer aussi la première adoption. Et Monsieur Boily, vous allez seconder le tout. En D13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R835-2023, modifiant le règlement R590-2013 sur la formation du comité consultatif d'urbanisme afin d'y inclure les nouveaux pouvoirs accordés par la loi 69. Donc, la loi 69, c'est une loi qui est provinciale, là, qui touche pas mal tout ce qui est en démolition et la protection du patrimoine culturel. On avait des règlements dans le passé là, à la ville là, qui touchaient la démolition. Maintenant, là, le gouvernement du Québec là, a fait en sorte de renforcer le cadre législatif qui fait que c'est plus sévère. Et si votre maison là, date de 1945 ou avant, bien, ça rajoute encore là, des contraintes supplémentaires. Le comité consultatif d'urbanisme, maintenant, là, se doit d'être consulté lorsque le bâtiment là, qui est visé par une demande de démolition a une valeur patrimoniale. Une valeur patrimoniale, le bâtiment peut être classé là, selon le ministère de la Culture, il peut être cité selon la ville, ça peut aussi faire partie de l'inventaire là, patrimonial là, de la MRC, tout ça. Donc, c'est quand même assez large. Et ce que le règlement vient faire, c'est que le ministère de la Culture, maintenant, a le droit de s'opposer à une démolition. Lorsque quelqu'un va faire une demande de démolition à la ville, ça va être un petit peu plus complexe. Donc, il y a un avis qui est publié. Par la suite, le service d'urbanisme va analyser le tout. Il y aura une analyse qui va être effectuée là, par le comité consultatif d'urbanisme si c'est patrimonial. Par la suite, c'est envoyé au comité de démolition. Le comité de démolition va rendre son verdict. Le conseil municipal a 30 jours pour casser la décision du comité de démolition et même la MRC a 90 jours là, par la suite pour, elle, casser la décision de la ville. Donc, c'est la MRC même qui peut avoir le mot final, le conseil des maires. Et même le ministère de la Culture là, peut faire en sorte aussi là, de s'ingérer dans le processus là, et de casser la décision. Ça relève de la loi provinciale, donc c'est vraiment là, pour qu'on modifie notre processus là, qui est en lien avec le CCU, puisque normalement, on devrait former un comité du patrimoine, mais là, ce qu'on vient faire à la ville, c'est que les membres du comité consultatif d'urbanisme vont se voir là, octroyer le rôle là, de comité du patrimoine. Donc, c'est un avis de motion pour être conforme à la loi provinciale. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion?
Monsieur Ménard. J'aurais eu une question Oui. pour celui qui fait la demande de démolition. Oui. Dans l'éventualité où le ministère ou la MRC refuse, est-ce qu'il peut y avoir un processus d'appel? Non. Lorsque la, la décision finale là, qui revient à la MRC a été rendue, si la MRC rend sa décision qu'elle est contre la démolition, le citoyen n'a plus de droit d'appel. En D14, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R836-2023, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R629-2015 afin d'y inclure les objectifs et les attentes en patrimoine culturel édictés par la loi 69. C'est encore là, ensuite de ce que je viens d'expliquer. Donc, on doit là, prévoir un règlement là, sur la démolition des bâtiments là, qui est conforme à la loi, ainsi qu'un règlement là, sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Tout ça là, découle évidemment là, de l'adoption de la loi provinciale là, en avril 2021. On avait là, un délai là, pour mettre en tout notre législation. Là, et c'est ce soir là, qu'on vient là, faire en sorte d'enchasser le tout là, dans notre réglementation. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Ménard, on est aussi en adoption du premier projet de règlement. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, vous allez là, faire la première proposition. Et je comprends que M. Besson voulait appuyer le tout. On est toujours encore avec la loi 69 en D16, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R837-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de construction et de démolition, le R603-2014, le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, R714-2019, le règlement sur les permis et les certificats R604-2014 et le règlement de zonage R630-2015 afin d'être conforme à la loi 69. Donc, ça vient également là, enchasser le rôle du comité consultatif d'urbanisme lorsqu'on a une démolition d'un bâtiment patrimonial, l'avis également au ministère de la Culture et des Communications, le pouvoir de désaveu de la MRC et également les amendes. Là. Lorsque quelqu'un là, décide de démolir sans les autorisations, bien, ça coûte cher. On prévoit là, des amendes de 10 000 à 250 000 $ pour quelqu'un qui déciderait là, de démolir sans autorisation. Et si c'est un bâtiment patrimonial, là, entendez-moi bien, là, l'amende peut aller jusqu'à 1 140 000 $. Là, donc, c'est tout prévu là, avec le gouvernement. Donc, on a vu certaines situations au Québec, des gens qui ont démoli des bâtiments là, patrimoniaux et on ne peut pas revenir à l'arrière. Donc, le ministère de la Culture là, a décidé là, de renforcer le cadre législatif quand même assez fortement, ce qui fait en sorte que le but et l'objectif visé est de décourager les gens là, de démolir sans permis, et surtout lorsque c'est des bâtiments qui sont patrimoniaux. Donc, c'est vraiment là, le but du législateur. Et nous, ce soir, là, on vient encore une fois là, ajuster notre législation pour qu'on soit conforme à la réglementation là, qui est mise en place par le gouvernement québécois. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Besson, donc on a aussi l'adoption du premier projet de règlement. Donc, vous allez déposer le projet et Monsieur Ménard, vous allez seconder le tout, je comprends. Donc, ça va pour tout le monde? J'ai reçu une question encore une fois. Oui, allez-y. Qu'arrive-t-il encore d'abandon de ce bâtiment-là? Est-ce que la personne est sujette à l'amende ou peut-elle le laisser tout simplement dépérir à sa guise? Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Là, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous l'abandonnez? C'est un mot qui est quand même assez large. Le bâtiment est complètement bien fait. Il est reconnu comme bâtiment patrimonial. Mais la personne, c'est un bâtiment qui ne correspond plus à ses besoins. Et considérant qu'il est bâtiment patrimonial, elle décide de dire pour elle, là, moi, je le laisse à l'abandon. Il finira de sa belle mort. Est-ce que la personne qui possède ce bâtiment peut être mise à l'amende et est-il obligé, encore là plus, de le restaurer? Bien, il y a quand même des pouvoirs aussi à la ville, là, des fois quand c'est des bâtiments qui sont délabrés ou des choses comme ça là, qui peuvent nous permettre d'intervenir. Là, maintenant, si on va
plus en détail. Là, je ne sais pas si M. Gagnon ou M. Bouchard, là, vous avez des explications, là, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires. Là, donc, Juste pour préciser, il y a aussi un règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, il y a un entretien minimum pour pas que le bâtiment dépérisse complètement, qui doit être nécessairement fait, dans le fond, là, et qui est bien géré par le règlement. Donc, de ce que je comprends là, de la part de la direction générale, c'est qu'il y a un règlement là, qui prévoit le tout pour obliger le propriétaire là, à apporter les correctifs requis. Est-ce que ça vous va? Je comprends votre verbatim. Donc, en D18, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R838-2023 ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage, de permis et certificats et de dérogation mineures. Donc, c'est un travail que le conseil municipal, on s'était donné dans les derniers mois. Là, il y a quand même plusieurs travaux en 14 mois, là, je crois qu'on a quand même fait en sorte d'avancer différents chantiers au sein de l'organisation qui sont positifs. Et un autre chantier on s'était donné là, comme défi, c'était ce qui touche le service d'urbanisme. On n'a pas terminé, mais on avance dans nos travaux. Une des premières choses, c'était tous les coûts des permis. On s'était engagé à revoir toute la tarification. Il y a quelques autres articles aussi qu'on a intégrés dans la modification. Donc, maintenant, là, lorsqu'on parle d'un spa ou d'un bain tourbillon, là, lorsqu'il y a plus de 2000 litres, là, ça va être considéré comme une piscine. Ça, c'est pour être conforme à la réglementation provinciale. Dans les tarifs de permis, on se faisait dire qu'on avait des tarifs qui étaient très élevés à Baie-Saint-Paul. On a fait une étude à ce niveau-là. On est allé, une étude qui a été faite à l'interne. Il n'y a pas eu de frais là, de dire qu'on donnait ça à une firme externe. Lorsqu'on est allé regarder, on s'est comparé à plus d'une dizaine de municipalités et on a vu qu'à Baie-Saint-Paul, on est dans les prix là, pour les demandes de permis. Donc, il n'y a pas eu grand changement à ce niveau-là. Il y a eu quelques petits ajustements, mais surtout le principal, là, c'est pour ce qui touche là, les travaux de rénovation dans le commercial. On a regardé le tout, là, et là, maintenant, on y allait au début avec 100 $, là, initialement, là, par tranche, là, c'est ça, on y allait par 100 $ par tranche de 1 $, et après ça, on y allait, là, vraiment avec une tarification qui était très élevée, et on va baisser de 10 fois, là, le coût qu'on avait à Baie-Saint-Paul. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être 100 $ plus 1 $ par tranche de 1000 $ au lieu de 100 $ qu'on avait par le passé. Donc, c'est une grande baisse là, importante pour les gens qui vont décider de rénover au commercial. Là. C'est plusieurs milliers de dollars là, que ça va coûter en moins pour faire la demande de permis. Donc, je suis d'avis, et je pense que les gens qui composent la table du conseil avec moi, que c'est une action pour favoriser le développement économique chez nous, à Baie-Saint-Paul. Donc, je le répète, on va y aller là, de 100 $ plus 1 $ par tranche de 1000 $. Donc, plus le montant de la rénovation est élevé, bien, plus évidemment le permis va coûter cher. Mais avant, avec 1 $ par tranche de 100 $, bien, ça faisait quand même là, de bonnes factures lorsque les propriétaires décidaient là, de rénover un bâtiment commercial. Et lorsque les gens font des demandes de dérogation mineure, là, on en a passé là, d'entrée de jeu là, en débutant la séance tout à l'heure. C'était 700 $ à chaque fois que quelqu'un fait une demande de dérogation mineure. Et ça, la personne paie 700 $, mais n'est pas certaine là, d'avoir une décision positive. Lorsque le conseil on rend une décision négative, bien, le 700 $ n'est pas remboursé. On a fait le même exercice, on est allé voir un petit peu ailleurs. Et quand je dis ailleurs, ce n'est pas nécessairement toutes les municipalités là, qui sont contiguës à Charlevoix. Là. À Baie-Saint-Paul, entre autres, là, on s'est comparé avec des municipalités qui ont une population qui est comparable à la nôtre, un budget d'opération aussi qui se compare, le revenu, le nombre d'habitants. On a vraiment regardé des municipalités qui ressemblaient à Baie-Saint-Paul, un petit peu partout au Québec, et on en est venu à la conclusion qu'on était peut-être aussi un petit peu élevé à 700 $, donc on va baisser à 550 $ les demandes de dérogation mineure là, sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. On débute le tout, là, c'est l'avis de motion ce soir, là, on va revenir avec ça, là, c'est la première adoption, donc il va y avoir consultation publique, par la suite la seconde adoption qui vont venir là, dans les prochaines séances, mais je crois encore que c'est quand même de bonnes mesures pour nos citoyens et qui vont faire en sorte aussi là, de favoriser le tout. On s'était engagé à revoir aussi certaines réglementations en urbanisme.
On est à revoir le tout. Il faut nous laisser quand même le temps d'entreprendre ce chantier, mais on est quand même à l'écoute de nos citoyens. Loin de là, l'idée de dire qu'il n'y aura plus de réglementation en urbanisme à Baie-Saint-Paul. Des fois, il faut juste avoir un juste milieu. C'est clair que je l'ai déjà mentionné là, dans les précédentes séances. Il ne faut pas s'attendre à de gros changements dans certains secteurs de Baie-Saint-Paul et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de règlements non plus. Il va encore y avoir des règlements, mais dans certains secteurs où on sera capable peut-être d'assouplir la réglementation, bien, on le fera. On a demandé au service d'urbanisme de nous présenter différentes recommandations et ces derniers là, sont actuellement là, à préparer le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le déposer. Donc, c'est déposé par Mme Bouchard. Donc, j'imagine que vous allez aussi le proposer, le projet de règlement. Bien sûr. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Monsieur Ménard. En 20, maintenant, D20, adoption du règlement R 834-2023, décrétant l'ouverture et déclarant public le lot numéro 6 337 616 du cadastre du Québec. Donc, c'est la rue du Four. On en a également parlé dans les séances précédentes. La ville qui a repris là, la rue, qui a pris la rue du Four. Et là, ce soir, là, tout a été fait, les transactions avec notaire, arpenteur. Et là, ce soir, c'est vraiment de déclarer là, public là, le chemin, là, la rue du Four, qui est une petite rue qui est au centre-ville de Baie-Saint-Paul, là, en face de l'infirmerie, là, de l'ancienne infirmerie, pardon, des Petites Franciscaines de Marie, et qui là, est à l'arrière aussi de l'ancien stationnement là, de l'ancien hôpital. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Boily s'est appuyé de Monsieur Ménard. Administration et législation. En 1, on va prendre une petite gorgée d'eau. Vente pour taxes. Oui, ça, c'est une liste de créances là, où on a de la misère à se faire payer. Avoir son compte de taxes, bien ça, tout le monde le paie. Les 7 personnes aussi qui sont à la table du conseil, là, on paye tout aussi notre compte de taxes. On fait des ententes de paiement avec ceux qui ont de la misère à payer. On a plusieurs ententes avec des gens. On est quand même tous humains, ceux qui sont à la table ici. Il y a des gens, par contre, qui sont en défaut de paiement depuis plusieurs années. C'est pas depuis hier. Donc, c'est pas parce que la personne a eu une maladresse cette année ou des épreuves là, un petit peu plus difficiles qui empêchent la personne de payer son compte de taxes. C'est des gens qui sont, depuis plusieurs années, là, sont dans des difficultés à payer le compte de taxes. Il y a eu quand même plusieurs avis qui ont été envoyés, des avis par courrier recommandés. Il y a des gens qui ne nous répondent pas, même si on envoie des lettres de juristes, tout ça. Et c'est là, on a des créances pour plus de 300 000 $. Donc, c'est quand même là, des montants qui sont importants. Et c'est une sorte d'équité. Hein? Si on paie nos taxes, bien, tout le monde doit payer leurs taxes. Donc, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on enclenche le processus de vente pour taxes. Dans la loi sur la fiscalité municipale, une ville peut vendre la maison de quelqu'un qui ne paye pas ses taxes. Et on a préséance aussi sur les institutions financières, ce qui signifie, exemple, que vous avez une hypothèque, là, je ne sais pas moi, de 100 000 $ sur votre maison et que vous êtes avec Desjardins, Banque nationale ou d'autres institutions financières. Des fois, on voit ça. Les gens font... on dit, la banque a repris la maison puisqu'ils sont en difficulté de paiement. Donc, l'institution financière vend la maison, mais la ville a préséance. Ça veut dire qu'on peut, nous, avant la banque ou la caisse, la ville peut procéder à se payer elle-même. Fait que c'est sûr que souvent, quand il y a ce type de situation, bien, les institutions financières vont faire en sorte de payer la ville pour le manque à gagner en taxes pour, par la suite, mettre ça dans les créances de la personne. Donc, c'est sûr que si la personne devait 100 000 sur son hypothèque de la maison et qu'elle elle doit, pour un exemple, 15 000 $ de taxes à la ville, bien, l'institution financière va nous faire un chèque de 15 000 $ et par la suite va mettre ça sur le prêt là, de la personne là, qui nous doit. Donc, au lieu de devoir 100 000, par exemple, elle va devoir 115 000 plus les intérêts. Et ça l'empêche la caisse ou la banque de perdre son prêt, puisque nous, automatiquement, quand on vend la maison, bien, l'institution financière, elle perd là, son prêt. Ce qu'on fait ce soir, c'est qu'il y a une liste là, de gens que je ne nommerai pas pour ce soir, mais qui vont recevoir là, dans les prochains jours
un dernier avis, soit par huissier ou par courrier recommandé, là, de quoi qu'ils doivent payer dans un délai de 10 jours leur compte de taxe à la ville de Baie-Saint-Paul, sans quoi nous allons procéder à la vente de leur maison. Donc, le tout va être affiché dans les journaux locaux, le nom de la personne, le montant qu'elle doit à la ville. Et si, exemple, elle doit pour 15 000 bien, on va mettre la maison en vente pour 15 000 On n'a pas le droit de faire d'argent, comme on dit. Même si la maison vaut 500 000 on doit vendre pour le montant qu'elle doit à la ville. Donc là, il va y avoir une encan si on se rend là. Des fois, les gens, juste d'avoir leur nom dans le journal, vont régulariser leur situation. Mais si on se rend là, il va y avoir une encan. Donc, s'il y a 3 personnes là, qui font des offres sur la maison à 15 000, qu'il y a quelqu'un qui donne 15 000, l'autre dit « moi, je donne 20 000 », l'autre 30 000, bien, c'est la personne là, qui donne le plus haut montant qui va se voir acquérir la propriété. Et la personne a 1 an pour reprendre sa propriété. Donc, elle a 1 an pour racheter au prix qu'elle l'a acheté là, de la ville, la propriété plus 15 la propriété. Donc, la première année, la personne qui achète la maison, bien, c'est évident qu'elle ne fait pas grande rénovation. Là, elle essaie juste de garder ça et peut-être de faire de la location, mais la personne a 1 an pour reprendre sa maison. Sinon, là, elle a sa maison. Sinon, elle perd sa maison. Donc, c'est quand même pas des exercices qui sont le fun. Il n'y a pas personne ici qui a le sourire là, de dire qu'on va aller en vente pour taxe, mais c'est un procédé là, qui a lieu dans certaines autres municipalités de Charlevoix. Puis à la grandeur du Québec aussi, là, on a regardé les procédés là, dans les autres municipalités. Et comme ça se fait, et comme je le mentionnais, c'est une question d'équité. Tout le monde doit payer son compte de taxe. Et c'est pas qu'on n'a pas essayé de faire des arrangements avec les personnes qui se retrouvent dans le tableau qui a été déposé au conseil la semaine dernière. C'est des gens auxquels on n'est plus capable de requérir ces sommes. Et là, on se doit là, d'aller à l'étape ultime qui est de vendre la maison là, si on ne se fait pas payer le compte de taxe. Donc, je prendrai maintenant une proposition pour autoriser la direction des finances et le service du greffe là, à procéder là, à les vendre pour taxes là, des personnes là, qui sont dans le tableau déposé. Donc, c'est proposé par M. Besson. Est-ce que c'est appuyé? C'est appuyé de M. Duchesne. En 2, vente d'une parcelle de terrain pour le lot 6 461 504. C'est l'ancienne rue Napoléon. C'est un sujet qu'on a parlé également là, dans les dernières années, un sujet là, qui date là, depuis plusieurs dizaines d'années. J'ai bon espoir qu'on réussisse un jour à le régler. La vente de tout là, avait été débutée là, avec M. Clément là, Bouchard. Et là, ce soir, on irait plutôt là, à sa mère, là, Mme Lucette Tremblay, qui est représentée par ses 3 enfants, donc M. Clément Bouchard, Mme Céline Bouchard et Mme Diane Bouchard. La rue Napoléon, ben c'est pas compliqué, c'est une ancienne rue qui passe là, dans le secteur là, entre la rue Saint-Paul là, et la rue Saint-Adolphe. Et la rue étant toujours en place, même si elle ne sert plus de rue, ben il y a des maisons qui sont sur la rue. Ce qui fait que leur salon, exemple, passe la rue passe dans le salon. Et vous comprendrez que si ces gens veulent vendre leur propriété, ben c'est impossible. Hein? On ne peut pas vendre une propriété qui se trouve sur la rue. C'est des situations là, qui peuvent sembler un petit peu comiques, mais c'est pas drôle pour les personnes là, qui veulent régulariser le tout. Là. S'il y a des fois, lorsqu'on prend l'âge ou qu'on a des problèmes de santé, ben on aime ça être assuré là, qu'on puisse là, vendre la propriété là, en cas de besoin. Et là, ces gens-là ne peuvent pas vendre la propriété puisqu'ils ont une maison dans l'emprise publique. Et c'est de tout démêler ça. Il y a quelques résidents qui sont concernés par ça. Là, on avance avec un certain dossier. Il y en aura d'autres à régler. Le terrain là, va être vendu en proportion de l'évaluation municipale, donc pour 1172,7 $. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le faire. Donc, Mme Bouchard, et c'est appuyé de M. Fizel. En 3, adhésion et cotisation, bien, c'est différentes là, cotisations à des ordres professionnels. Là, c'est dans nos conventions collectives, lorsqu'on a des professionnels à la ville là, qui sont membres d'un ordre, par exemple l'Ordre des comptables du Québec, l'Ordre des ingénieurs, l'ordre des urbanistes, tout ça, les associations là, pour les camps de jour, en sécurité incendie, on rembourse la cotisation professionnelle là, et on en a là, pour un montant de
82 394,09 sous. Il y a ça monte là, quand même vite. Là, il y a des associations comme l'Association touristique de Charlevoix, le l'ATR, là, qui gruge pour 26 556. Donc, ça prend une bonne place là, de ce montant. Et pour le réseau Biblio, là, qui est pour la bibliothèque, là, on parle de 28 473. Donc, si on fait juste additionner ces deux-là, là, on a une très grande partie là, du montant. Juste pour donner une idée, là, un professionnel qui est membre là, d'un ordre, c'est autour de 500 quelques dollars, 400, tout ça. Fait que c'est beaucoup. C'est pas tout le 82 000 là, qui est expliqué là, par les ordres professionnels. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait une proposition? Je vais le proposer. M. Boilly s'est appuyé de M. Ménard. Et lorsqu'on on est dans certaines professions, on se doit d'être membre là, de l'ordre professionnel pour exercer la profession. Là. Sans ça, on ne peut pas pratiquer notre travail. Par exemple, moi, étant infirmier dans le réseau de la santé, lorsque j'étais là, à l'hôpital et que je vais à l'occasion, il est obligatoire d'être membre de l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec pour exercer la profession. En 4, maintenant, Hydro-Québec, implantation de 4 bornes électriques. C'est un programme là, d'Hydro-Québec qui nous permet là, d'installer des bornes à recharge rapide sur le territoire. Ils vont être installés dans le secteur ici, là, au niveau de l'Aréna. C'est aux frais d'Hydro-Québec. Donc, c'est un montant de 100 000 $ mais qui est pas à la charge de la Ville, mais bien d'Hydro-Québec là, pour l'installation de ces bornes électriques. La seule chose qu'on doit, là, c'est que le terrain demeure la propriété de la Ville, mais la Société d'État là, dispose là, d'une servitude là, pour une durée de 20 ans. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard s'est appuyé de Madame Bouchard. En 5, modification à la résolution 22-08-438. Donc, c'était une résolution, là, c'est vraiment une erreur là, qui s'était glissée lors de la rédaction. Donc, vraiment, c'est plus une correction administrative. Là, au lieu, là, on avait marqué que les sommes, là, le 2 000 $ était pris à même le surplus libre, alors que finalement, c'était là, dans un règlement d'emprunt, là, le R736-2019. Donc, c'est vraiment pour assurer la correction. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et s'est appuyé de M. Boilly. En 6, demande à la Sûreté du Québec ajout d'effectifs lors du festif. On en a parlé lors de la consultation qu'on a eue là, avec nos partenaires du festif dans les dernières semaines. C'est important qu'il y ait une couverture policière là, qui soit là, en fonction de l'état de la ville de Baie-Saint-Paul lors du festif. On passe d'une municipalité autour de 8 000 de population avec les autres municipalités qui sont peut-être des populations des fois de 1500, tout ça, les éboulements, Saint-Urbain, tout ça, et on passe autour d'une population de 50 000 lors du festif. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer que les ressources policières doivent être en fonction des événements sur le territoire également. On a une très bonne collaboration de la Sûreté du Québec. Là. Je lance pas des roches à la SQ. Ça collabore bien. Encore aujourd'hui, j'étais en discussion avec les officiers là, de la SQ et on comprend la situation, mais nous, comme législateurs, on veut s'assurer que les ressources policières seront là, proportionnelles là, aux événements. Et on connaît aussi la situation du poste de police de Baie-Saint-Paul. On sait qu'il y a des agents qui sont en maladie. Il y a des policières aussi là, en congé maternité. Cet été, il y aura des congés de paternité, tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que le poste, quand même, là, ait les ressources suffisantes là, pour assurer la prestation sur le territoire. Mais comme je le mentionne, je suis convaincu quand même que les ressources seront présentes. Là. On a une bonne collaboration avec la SQ. Et ce qu'on veut vraiment, là, c'est de ne pas être pris à la dernière minute. On envoie des signaux déjà là, à la police provinciale et on devrait avoir quand même des engagements là, qui vont être pris dans les semaines à suivre. Et par la suite, là, on ajustera nos gestes en conséquence là, de la réponse et on devra voir là, si est-ce qu'on fait d'autres actions, là, d'autres rencontres, mais pour l'instant, là, je suis persuadé que cette demande-là là, sera là, résolue là, dans les prochains mois. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui. M. Duchesne s'est appuyé de M. Fizet. En 7, maintenant, sécurité publique, habits de combat, bien, c'est les habits là, que nos pompiers utilisent là, pour se déplacer là, lors des incendies. On a 7 habits de combat qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile.
Ces habits sont à remplacer là, au plus tard 10 ans après leur année de fabrication. On en avait 7 là, à acheter qui s'étaient prévus également au budget et on en achète un de surplus. Donc, c'est quand même assez dispendieux. Là. C'est 2410 $ là, par habit de combat là, d'un pompier. Donc, on irait là, pour 21 000 $ là, au fonds de roulement sur une durée d'amortissement de 5 ans. Le fonds de roulement, là, c'est qu'on se prête là, de l'argent là, à nous-mêmes. Là. C'est plus économique, évidemment, que d'aller en règlement d'emprunt où on doit là, rembourser là, à des taux d'intérêt. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et s'est appuyé de M. Boily. 8. Maintenant, projet de coopération intermunicipale, embauche d'une ressource, dépôt d'une demande d'aide financière. C'est encore au niveau du service de sécurité incendie, ce qui a trait à la prévention là, des risques faibles. On a une préventionniste qui est à temps complet, là, Mme Dominique Maltais, qui s'occupe de la prévention des risques modérés et des risques élevés sur l'ensemble du territoire de la MRC. Donc, les autres municipalités nous paient là, en proportion une certaine partie de sa rémunération. Et là, ce qu'on vient faire, c'est procéder à une demande de subvention, puisque toutes les municipalités de la MRC n'arrivent pas là, dans les délais et dans les objectifs du schéma de couverture incendie. Donc, on doit réaliser là, tant de prévention là, à risque faible aussi par année. Risque faible, c'est les résidences, les maisons privées. Les pompiers doivent faire de la prévention chaque année, en faire un tel nombre, mais on ne réussit pas là, dans toutes les municipalités de la MRC à atteindre les objectifs. Ce qui fait en sorte que là, on irait avec l'embauche là, d'une ressource là, à 20 heures par semaine. Et comme c'est un projet d'entente de coopération intermunicipale, le gouvernement du Québec là, rembourse 70 % du salaire de la ressource. Pour nous, pour Baie-Saint-Paul, il n'y aura pas là, d'ajout financier, puisqu'on payait déjà là, différents pompiers sur notre territoire qui s'occupaient là, d'aller faire de la prévention. Au lieu qu'il y ait peut-être une dizaine de pompiers dans l'année qui se répartissent la prévention, bien là, ça va être une personne qui va le faire. Et cette dernière là, va être responsable de le faire pour l'ensemble du territoire de la MRC. Au prorata, c'est clair que la personne va être plus à Baie-Saint-Paul, exemple, qu'aux Éboulements. On est une ville là, qui a plus de population et qui a plus de bâtiments. Donc, ça va être partagé les coûts à l'ensemble de la MRC. Et comme je mentionne, pour Baie-Saint-Paul, on avait déjà les sommes au niveau du budget. Donc, c'est pas d'implication budgétaire supplémentaire, mais c'est vraiment pour autoriser là, la direction du service incendie là, à déposer la demande là, d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et s'est appuyé de Mme Bouchard. Voirie et hygiène du milieu. Une résolution pour le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, demande de certificat d'autorisation. C'est en lien là, avec les grands projets là, qui s'en viennent à Baie-Saint-Paul. On sait, hein, il y a le projet du parc agro, du quartier des Moissons, là, les anciennes terres à la rouche, si on peut appeler ça comme ça, là, qui sont communément appelées à Baie-Saint-Paul. La capacité là, des étangs aérés, là, des eaux usées de la ville est très saturée. C'est pas sexy, mais c'est tout ce qui est les déchets, on va dire, du réseau là, d'eau usée. Il y a le réseau d'Aqueduc qui est peut-être un peu plus glamour, on va dire ça comme ça, mais c'est sûr que tout ce qui rentre, bien, il y a des choses qui ressortent et on doit avoir une capacité là, pour tout aérer le tout. Et le ministère de l'Environnement est de plus en plus sévère dans ces normes-là. On comprend, les questions environnementales aujourd'hui, c'est quand même très important. Et là, actuellement, on n'est pas en mesure là, de dire oui à tous les projets si nos capacités là, des étangs aérés là, ne sont pas proportionnelles à tout cela. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est qu'on s'engage auprès du gouvernement du Québec, du ministère de l'Environnement, à ajuster les étangs aérés là, en fonction des développements futurs de la ville. Donc, c'est un signal qu'on envoie au ministère et par la suite, on devra prendre des actions dans les prochains mois et les prochaines années. On a encore un petit peu de jeu, mais on devra aussi faire la vidange des bassins. Tout ça a des coûts, mais si on veut que la ville continue son développement, on doit faire en sorte là, d'être aux normes, puisque ça peut quand même compromettre différents projets sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer. Mme Bouchard s'est appuyée de M. Fizette. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Bâtiments patrimoniaux en 10 dans un plan d'implantation et d'intégration architecturale, ministère de la Culture et des Communications.
C'est une résolution, une demande là, qui nous est faite par la MRC des Mascoutins. On en a parlé également là, dans différents, je pense à la facture là, dernièrement. Il y a certaines compagnies d'assurance là, qui refusent d'assurer là, des gens qui ont des maisons patrimoniales ou encore qui exigent là, des primes là, assez salées, puisque ça coûte plus cher là, s'il arrive quelque chose pour remplacer là, la maison. Et là, il y a quand même un mouvement qui se dessine au Québec. Et là, cette MRC là, demande aux autres municipalités et aux MRC à travers le territoire québécois de les accompagner dans ces démarches-là et de faire pression là, sur le ministère de la Culture et des Communications. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est d'approuver une résolution là, qui va être adressée là, au ministre là, de la Culture, M. Mathieu Lacombe, et qui est envoyée aussi là, en copie conforme à différents ordres professionnels, comme l'Ordre des urbanistes du Québec, le Bureau d'assurance du Canada, l'Union des municipalités, la Fédération québécoise aussi des municipalités. Et on leur demande de faire pression là, sur le gouvernement fédéral, puisque tout ce qui touche le Bureau d'assurance du Canada, bien, c'est de juridiction là, de compétence fédérale. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Duchesne. En 11, domaine Simon, demande de désignation d'un lieu historique national. Donc, vous savez que la Ville a hérité là, du domaine Simon, de la maison René Richard et de l'ensemble des terrains là, à la fin 2022. On est à regarder, là, évidemment, le comité consultatif là, a fait la visite des lieux dans les dernières semaines. Il va y avoir là, des séances de travail qui vont débuter dans les prochaines semaines. On est à regarder différents modèles financiers. Là. Ce soir, là, il est beaucoup trop tôt pour dire qu'est-ce que va devenir la maison René Richard, de quelle façon va être opérée. Il y a plusieurs modèles qui seront analysés, qui seront recommandés par la suite par le comité consultatif et entérinés par le conseil municipal. Maintenant, on est à regarder différents modèles là, pour qui nous permettraient là, de recevoir des sommes d'un financement. Et, notre objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible aux contribuables de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est vraiment une demande qu'on dépose auprès de Parc Canada pour devenir un lieu là, historique national. Là, lorsqu'on est pris en charge par ce type de programme, il y a des aides financières là, qui viennent là, pour la rénovation du bâtiment, entre autres. Et c'est un projet, là, ça peut prendre jusqu'à près de 2 ans là, pour avoir cette reconnaissance-là. Donc, on débute les démarches et c'est pour autoriser là, les gens du service d'urbanisme là, à procéder là, au dépôt de la candidature là, du domaine Simon là, comme lieu historique national. En matière de peinture, c'est quand même là, un domaine qui a une histoire importante, hein, qui a été désigné aussi, là, qui a été classé, par le gouvernement de René Lévesque là, dans la fin des années 70. C'est un lieu qui est magnifique. On travaille sur des démarches avec le gouvernement québécois, mais là, en parallèle, on veut aussi là, regarder là, qu'est-ce qui est possible là, auprès là, du gouvernement canadien. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, et c'est appuyé de Mme Bouchard. En 12, autorisation de paiement pour subvention, le PSM MPI 139 rue Saint-Jean-Baptiste. C'est des travaux là, qui ont été faits là, dans le programme d'aide à la restauration patrimoniale. Il y avait déconstruire l'ancienne cheminée en briques. Là, on voit les photos à l'écran. C'est quand même intéressant là, qu'est-ce qui a été effectué. Reconstruction d'une cheminée en briques là, semblable à l'ancienne et une nouvelle cheminée conforme aux normes actuelles. C'est pour un montant de 6 001,69 sous. Et évidemment, le tout va selon les budgets disponibles là, en cours d'année. Il y a quand même plusieurs projets qui sont aidés par la Ville. Mais en même temps, il y a quand même là, des restrictions budgétaires. On essaie d'aider les gens du mieux qu'on le peut. Cependant, des fois, on n'a pas toujours les moyens pour aller jusqu'où on voudrait. Et ce soir, là, dans ce dossier-là, là, comme je mentionnais, c'est un montant de 6 001,69 et c'est recommandé là, par le service d'urbanisme de procéder au paiement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Madame Bouchard. Comité consultatif d'urbanisme, nomination de la présidente et pour le vice-président. Donc, ce soir, on viendrait nommer Mme Myriam Fortin, qui est comme présidente là, du comité consultatif d'urbanisme, et M. Martin Laliberté comme vice-président. Donc, on est bien heureux de compter là, sur ces deux membres pour le comité consultatif d'urbanisme qui se réunit quand même à plusieurs reprises dans l'année, ayant un rôle aussi de consultation
consultation importante là, pour le conseil municipal là, qui touche là, pour les dérogations mineures et maintenant le patrimoine. Donc, un comité qui est bien important et nous sommes convaincus là, que ces deux personnes seront en mesure de bien accomplir leur rôle. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Boily, et s'est appuyé de Monsieur Fizel. En 14, terrasse temporaire du Joe Smoke Mead, autorisation. L'an passé, la Ville avait autorisé, là, on voit sur la photo, là, le léger, même très léger empiètement là, sur la chaussée du propriétaire. La terrasse n'avait pas été exploitée là, l'an dernier en raison là, du manque de main-d'œuvre. Nous n'avons pas reçu également de plainte là, et les panneaux ont été retirés dans les délais prescrits. C'est clair que lorsqu'on est en saison hivernale avec le déneigement des trottoirs, tout cela, là, on a des normes à ce niveau-là qui font en sorte qu'on permet le tout du 15 mai au 15 octobre. Et là, le propriétaire nous demande là, cette année encore de procéder là, de la même façon et de lui permettre là, d'avoir là, encore un léger empiètement là, sur la chaussée. Et ce que le conseil on viendrait faire là, pour ne pas revenir avec ce type de demande annuellement, on viendrait le permettre là, pour 5 ans à compter de cette année. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard et c'est appuyé de M. Duchesne. Loisirs, parcs et culture, travaux à l'Arena. C'est encore là, des travaux là, qui ont lieu là, majoritairement en lien avec des imprévus de chantier. C'est encore dans le budget là, des contingences, des imprévus de l'Arena. C'est quand même un chantier d'importance, hein? Donc c'est normal qu'il y ait ce type d'aménagement. Ça avance bien. Pour vrai, l'Arena, on a eu la livraison le préliminaire. Il reste encore quelques matériaux à arriver, mais pour ceux et celles qui ont eu la chance là, d'aller visiter le bâtiment, c'est magnifique. J'y étais le week-end dernier pour participer à une mise au jeu là, d'un tournoi là, provincial qui accueillait des jeunes là, de partout au Québec et les commentaires étaient tous positifs. Honnêtement, là, c'est comme on dit en bon québécois, c'est pas gênant de recevoir de la visite là, dans ce bâtiment-là. C'est une belle fierté de voir aussi les jeunes. Je voyais des plus jeunes qui disaient « Viens maman, viens papa, je vais te montrer l'aréna ». De voir les jeunes aussi qui ont un sentiment d'appartenance à cette infrastructure sportive, là, c'est très intéressant et je pense que ça a été un bon choix là, de la Ville de procéder à la rénovation de ce bâtiment qui datait quand même là, des années 70. Donc, tout ça pour dire qu'on accorde ce soir là, un supplément là, de 15 378 et 45 plus taxes à l'entrepreneur Construction Éclair. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Duchesne. En 16, entente en développement culturel de la MRC de Charlevoix. C'est pour la dépôt d'une demande de subvention, là, un projet qui aura lieu l'été prochain. Le projet se nomme Le chant du crépuscule de l'artiste Sandra Casey. Je pense que ça se prononce comme ça. Le tout aura lieu au quai de Baie-Saint-Paul l'été prochain, donc à raison de 2 représentations par soir, des représentations de 30 minutes qui sont du chant et qui auront lieu tous les dimanches soirs de l'été. C'est en collaboration aussi avec la municipalité là, de Petite-Rivière-Saint-François et celle des Éboulements et la MRC de Charlevoix. Donc, ça finance à 80% les honoraires professionnels de l'artiste, donc 3 000 $ plus taxes. Et la Ville là, doit là, contribuer à la hauteur de 20%. Donc, c'est un projet là, qui est subventionné par l'entente de développement culturel de la MRC. Cette demande-là est pour autoriser là, nos gestionnaires à la Ville là, à procéder à la demande de subvention. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, et c'est appuyé de Monsieur Boily. En F, maintenant, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses en 1. Gala Charlevoix reconnaît achat de billets. Donc, c'est le gala là, de la Chambre de commerce de Charlevoix là, qui vient récompenser différentes organisations là, sur le territoire là, qui se sont illustrées là, au courant de l'année. Donc, à chaque année, la Ville est participante là, de cet événement-là là, qui a lieu au Manoir Richelieu. Donc, on achèterait 3 billets pour y aller. Donc, pour 3 membres du conseil là, qui représenteraient la Ville lors de cette soirée là, qui aura lieu le 30 mars 2023 à 17h. Donc, est-ce que c'est 3 billets à 175 $? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? Oui. Monsieur Fizette.
en 2, Kyoton, au profit du regroupement pour l'intégration sociale de Charlevoix, donc le risque. Donc, c'est une activité, là, un tournoi de quilles qui est organisé là, par le bénévole de M. Maurice Lavoie. Le tout aura lieu le 25 mars prochain au Salon de quilles Charlevoix, donc à Baie-Saint-Paul. C'est important pour la ville de participer à ce type de cause, surtout que cette année, là, c'est pour procéder à la restauration là, d'une roulotte là, de répit là, pour les enfants là, qui est au camping du Gouffre. Donc, on va collaborer à cette activité-là. On commandite là, une allée là, donc, au montant de 200 $, là, plus les frais d'inscription là, des gens là, qui vont jouer là, au tournoi de quilles. On a 6 personnes de la ville là, qui vont composer l'équipe là, pour cette bonne cause donc, lors de cette journée du 25 mars prochain. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Moi, je l'appuie. Madame Bouchard et Monsieur Boily appuient. J'irai là aussi, lors de cette journée, réaliser mes talents de piètre joueur de quilles pour cette bonne cause. En 3 maintenant, Université du 3e âge, location de la salle au Carrefour culturel. Mais dans le passé, là, les gens là, qui participent à l'UTA là, utilisaient la salle du conseil municipal lors de certains après-midi de semaine pour participer à leurs activités. Cependant, on a décidé que maintenant, on ne passait plus la salle lors des journées sur semaine, puisque la salle est utilisée de plus en plus là, par les membres de l'équipe administrative et politique et de l'hôtel de ville. Donc, comme on ne passe plus la salle, on les a relocalisés au Carrefour culturel de l'autre côté de la rue. Il y a des tarifs aussi qui sont plus importants. Et comme on n'a pas de clause dans notre réglementation qui permet ça, on doit là, faire comme une subvention, mais en même temps, c'est pas de l'argent de la ville qui part, puisque c'est comme on se prive d'un revenu, mais on ne fait pas d'argent là, de plus. On s'engage aussi là, à tout revoir ça, là, la question des prêts de salle, tout ça, d'avoir une réglementation aussi là, qui sera plus équitable dans les prochains mois. On a quand même plusieurs choses sur la table. On aimerait ça, des fois, réaliser plus rapidement certains dossiers, mais on est quand même à une grande vitesse et le tout là, sera mis en place là, dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Mais pour l'instant, ce qu'on viendrait faire, c'est de fixer le coût là, pour l'Université du 3e âge à 250 $ par session. Et on viendrait, là, dans le fond, de faire une commandite là, pour un montant de 449 $ en 2022 et 1627 en 2023. Mais c'est des gratuités de salle et lorsque l'Université du 3e âge là, utilise le Carrefour, ben, c'est le lundi, là, alors que le Carrefour culturel est fermé. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'impact là, sur les autres activités de la ville. Et comme on est municipalité amie des aînés, on trouve ça intéressant là, de favoriser là, les apprentissages là, pour les gens là, qui décident de s'inscrire à ces activités. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne et c'est appuyé de M. Bessonne. On est maintenant à la section correspondance. Est-ce que j'ai des gens qui veulent intervenir à ce niveau-là? Non, tout le monde en a eu copie. C'est un dépôt. On serait maintenant rendu à la section H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois de janvier. Donc, pour cette étape, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture des comptes. Merci, M. le maire. Donc, au niveau des comptes pour le fonds d'administration, pour un total de 1 953 222, dont 1 531 880 représentent des comptes de 25 000 $ et plus. Ces comptes-là sont un premier réseau Charlevoix, un montant de 250 000. Il s'agit d'un in-et-out, c'est un donateur qui fait une subvention, c'est pour avoir un reçu de charité. Le nouveau centre de gestion du complexe PFM, un montant de 367 238. C'est la contribution, c'est la part de la contribution de la municipalité à l'utilisation de Maison Mère. Benoît Tremblay, entrepreneur général, 30 590. Il s'agit de déneigement. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, 178 853. Il s'agit encore de déneigement. La MRC de Charlevoix, 575 168, principalement le paiement des codes-parts. PG Solutions, un montant de 58 711. PG Solutions, c'est un logiciel là, utilisé à l'interne, donc c'est surtout les licences et le renouvellement des applications.
Au niveau du fonds des dépenses d'immobilisation, pour un grand total de 5 224 786 000, dont 5 51 920 et des frais de 25 000 et plus. Donc, on a les huiles des roches, 26 680. Donc, c'est de l'huile pour les différents bâtiments municipaux. On a également construction éclair, l'Arena, le paiement du 161 300 pour l'Arena. On a lettrage de la Rouche, c'est aussi l'affichage à l'Arena, un montant de 29 537. On a qualité construction, un montant de 53 591. C'est pour la caserne, un paiement pour la caserne d'incendie. On a Énergère, un montant de 274 204. C'est l'installation des lumières de rue Odelle. On a également un grand montant de 4 533 285, qui est le paiement de la part de la Ville pour les travaux de réfection de la route 138, boulevard Monseigneur de Laval, un paiement fait au ministère des Transports du Québec. Donc, ça fait le tour. Donc, le total des dépenses, c'est de 7 178 008. Merci, M. Gagnon. Évidemment, le chèque là, pour la 138 en englobe une bonne partie. Là, quand on parle de 4 533 000, c'est pas des chèques que je veux signer à chaque semaine. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition pour l'adoption des comptes? M. Bessonne, et c'est appuyé par M. Duchesne. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que j'ai des gens qui veulent prendre la parole? Oui. Donc, M. Boily, allez-y. Ben non, merci, M. le maire. Juste, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Puis je me permets ce soir de remercier quelqu'un qui a travaillé, un gars qui a travaillé là, de longue haleine et plusieurs années pour Ville de Saint-Paul. Je pense que tout le monde l'a reconnu. Puis c'est Robert Bellerive. J'aimerais, Robert, le remercier énormément. J'ai travaillé avec et j'ai adoré ce monsieur-là pour son dévouement, sa générosité, puis son travail vraiment acharné. Là. Puis il est très organisé. Malgré parfois certains laissés-aller, on sait qu'il est très organisé. Puis quand on confiait quelque chose à Robert Bellerive, tu étais sûr que ça allait se faire. Ça, c'était... Puis les gens qui ont travaillé avec vont pouvoir vraiment vous le consentir et vraiment m'appuyer là-dessus. Également aussi, Robert, bonne retraite et j'espère te revoir prochainement sous d'autres aspects et d'autres travaux et d'autres organisations. Puis du même souffle, celui qu'il va le remplacer, c'est Philippe Dufour. Vraiment, c'est le remplacer, c'est peut-être... Il va lui succéder. Parce que j'ai l'impression que M. Dufour a à peu près le même bagage et la même intention technique et intellectuelle pour vraiment poursuivre ce que Robert a commencé. Donc, je suis très heureux d'avoir ces gens-là ou de connaître ces gens-là. C'est vraiment du bon monde et on les apprécie à leur juste valeur. Du même souffle, pour enchérir un peu et faire du pouce, ce que le maire disait tantôt, ceux ou celles qui n'ont pas eu la chance d'aller visiter l'Arena, vraiment, là, c'est de toute beauté. Puis ça va vous permettre également de savoir ou de chercher, si vous ne l'avez pas encore fait, le nom de votre banc et le numéro. C'est très important, ça vaut la peine. Puis en plus, calculer qu'il y a un peu de toutes nous autres là-dedans, ça vaut vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis quand on voit cette organisation-là, là, est-ce que vous savez pourquoi que les dinosaures ont disparu? C'est parce qu'ils ne savaient pas se virer de bord. Puis à Baie-Saint-Paul, je pense qu'on s'est viré de bord, puis on a mis quelque chose vraiment à la fine pointe et au diapason de ce qui se passe. Voilà. Merci, M. le maire. Merci, M. Boily. Je suis d'accord avec vous. Là, pour la question des dinosaures, je n'ai pas d'expertise là-dedans. Mais pour Monsieur Bellerive, par exemple, J'étais là. Je trouve ça très intéressant quand même, des gens là, qui allaient avoir 45 ans de carrière à l'Hôtel de Ville. Là, je pense pas qu'on va en avoir plusieurs. Qui a été à la barre du service des loisirs et de la culture pendant plusieurs années. Le service même s'est développé durant ces années-là. Et M. Bellerive, là, qui agissait
j'agissais là, à titre de conseiller spécial là, pour, entre autres, le projet d'Arena dans la dernière année et qui a été là, dans les peut-être 43-44 dernières années là, à la direction des loisirs. Donc, on lui souhaite une belle retraite. La santé, évidemment. Là, je pense que ça prend ça pour profiter du reste. Donc, M. Bellerive, là, si vous nous écoutez ce soir, on vous souhaite une belle retraite et d'en profiter et au plaisir de vous recroiser. Donc, M. Duchesne. Oui, après les remerciements, moi, je vais procéder à des excuses publiques. Plutôt inusuelles, mais quand même. Pour la vente de l'Arena, j'admets que j'ai utilisé la tribune... L'Arena n'est pas à vendre. Les bancs. Non, les bancs de l'Arena. J'ai utilisé la tribune publique de FB pour solliciter une grande famille de Baie-Saint-Paul qui sont les Labbé. J'admets ce soir que la tribune était peut-être inappropriée et ce sont tous mes amis. Je dis bien tous. Donc, je tiens à m'excuser auprès de Jean, Michel, Robert, Raymond, Dominique et Paul surtout. Et Paul surtout. Bruno également. Bruno, je ne l'avais pas nommé, puis je n'ai pas joué au hockey avec. Là, il est nommé. Donc, encore une fois, je suis désolé, puis c'était pas un geste malicieux, soyez-en convaincus. Puis je tiens tous à ce que vous restiez mes amis, parce qu'on a toujours été de grands amis fidèles. Puis je profite de l'occasion pour quand même solliciter formellement que vous achetiez un banc à l'Arena pour passer à l'histoire, pour faire en sorte que votre grande famille soit plus qu'omniprésente. Et je souligne que comme citoyen corporatif, la famille Labbé n'a pas de mot à dire à personne, c'est des citoyens hors pair. Donc, encore une fois, désolé, mes excuses, et c'est chose du passé pour moi présentement. Merci, M. Duchesne. Mme Bouchard. Oui, je vais en profiter ce soir pour faire peut-être un avis là, à tous les citoyens, particulièrement les gens qui sont sur la rue Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Joseph ou toute autre résidence. Actuellement, on a du doutant, ce qui fait que certains toits se déchargent directement sur la voie publique ou sur les trottoirs. Vous savez qu'on a une obligation, nous avons une réglementation qui spécifie qu'il faut soit mettre un garde-neige ou s'assurer que le toit ne décharge pas sur la voie publique ou sur un trottoir ou même sur un stationnement privé. Donc, on est chanceux parce que depuis jeudi dernier, là, j'ai passé, il y a trois résidences que les toits se sont déchargés sur le trottoir. Donc, tant mieux, il n'y avait personne en dessous à ce moment-là. Mais n'oublions pas qu'on a des enfants qui passent régulièrement et il pourrait avoir un incident et ça pourrait être quand même avec des dommages. Donc, je trouverais ça vraiment triste que ça arrive. Donc, on le sait, là, il faudrait déneiger ou posez-vous donc des gardes-neige. Ça va éviter tout incident qu'on n'aimerait pas être dans les journaux pour une telle raison. Deuxième chose, vous avez dû voir passer aussi, là, plusieurs l'ont partagé, que la ville de Baie-Saint-Paul a été sur un palmarès au Canada, la ville la plus accueillante. Je crois que c'est une belle fierté. Je prends la peine de le redire ce soir parce que j'ai toujours aimé ma ville. Ça fait, je ne dirais pas depuis quand que je ne dévoilerai pas mon âge ce soir, mais j'en suis fière. Et ça, je pense que c'est tous et chacun qui fait en sorte que notre ville est si accueillante. J'espère qu'elle va le rester, qu'elle va le conserver. Je pense qu'en tout cas, le conseil municipal, on travaille fort pour ça, et la population aussi, nos entrepreneurs aussi, qui font qu'on est très accueillante. Je sais qu'il y a eu quelques commentaires qui disaient « Oui, on est accueillant, par contre, il manque de logement. » On est tout à fait conscient. On travaille fort dessus. D'ailleurs, on le sait là, que dans les prochaines années, là, d'ailleurs, probablement les 2 prochaines années, il y a des projets sur la table. Mais également, là, soyez assurés, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, nous sommes toujours et on espère beaucoup être capables d'avoir des programmes de subvention pour également avoir des logements abordables pour des revenus modestes. Je parle vraiment du logement abordable pour revenus modestes parce que souvent les gens vont me dire ça dépend toujours de c'est quoi ton revenu
qu'est-ce que c'est l'abordabilité? Ça dépend des revenus, mais nous, notre visée est vraiment ça. Donc, on est même en train aussi de voir aussi de quelle façon on peut densifier davantage au niveau là, du milieu urbain, parce que c'est important aussi. Donc, on travaille très fort, on le sait qu'il y a plusieurs choses. Donc, c'est à venir, mais soyons fiers de notre ville la plus accueillante et continuons de le faire pour que on reste les premiers quand même avant Vancouver, Victoria, Banff, il y a des belles villes au Canada. Mais non, c'est nous qui avons été sélectionnés. Merci, Mme Bouchard. M. Ménard, non, vous n'avez pas. M. Fizette? Oui, pas pour longtemps. Je dose beaucoup les propos de mes collègues. Moi, je veux attirer l'attention sur l'importance de nos investissements dans Baie-Saint-Paul au niveau des différentes infrastructures, qu'elles soient souterraines ou au-dessus du sol, dont l'Arena, qui est quand même un gros investissement. J'inviterais à tous et chacun d'attirer une attention toute particulière sur la précaution que nous devons prendre dans l'usage de nos infrastructures. Quand je parle d'usage de nos infrastructures, c'est autant des choses qu'on jette dans la toilette que de la manière dont on se comporte dans un édifice de la ville. C'est sûr que tout jeune, on est porté à pas trop se soucier de cette dimension-là, d'où un appel aux adultes pour leur rappeler aux enfants que ce sont des choses qui ont été investies pour aujourd'hui et demain. Et demain, c'est leur avenir. Alors donc, c'est important pour eux là, de protéger ces investissements-là. Alors, ça paraît peut-être... comment je vous dirais? Je vous parle de ça parce que j'ai été témoin dans le passé de différents comportements qui puissent mettre en doute l'intérêt de voir à protéger les infrastructures. Qu'on s'en serve directement ou non, c'est quand même des choses importantes. C'est sûr que moi, personnellement, à l'Arena, je ne joue plus du hockey. Mais chose certaine, c'est que je suis intéressé de voir à ce que ça reste dans des états, de fiabilité puis d'intérêt pour aujourd'hui et demain. C'est un investissement d'une 50aine d'années, il ne faut pas se leurrer, là. C'est un gros investissement de la part de la Ville, puis il faut protéger ça. C'est ce que je voulais passer comme message. Merci, M. Fizette. M. Besson? Non, ça va. Je me garderai le mot de la fin tout à l'heure. On va y aller maintenant avec les questions du public. Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui aimeraient aller au micro? Sinon, M. Bouchard, est-ce qu'on avait reçu des questions? Non? Bonsoir, Pierre Bernier. Bonsoir. Alors, premièrement, je voulais dire merci pour le déneigement des pistes cyclables qui profitent à des centaines de piétons et cyclistes. C'est vraiment génial. Alors, beaucoup de villes, beaucoup de cyclistes à travers la province font cette demande-là et vous le faites. Et on voit que c'est beaucoup de piétons qui font leur randonnée, qui en profitent. Alors, chapeau, incluant naturellement le quai et le chemin des Sœurs, comme il se faisait à chaque année. Deuxièmement, j'ai deux questions. C'est au sujet de la réfection de la rue Forgette. Est-ce qu'il va y avoir une infrastructure cycliste de prévue? Deuxième question. Pour la fameuse rue commerciale Saint-Jean-Baptiste, outre la proposition que j'ai déjà faite des points verts, est-ce que vous pensez à la rendre une voie partagée et avec la signalisation qui est adéquate? Pour la rue Forgette, on est à analyser le tout. On regarde ça de la façon... là, ce qui est prévu, c'est de repaver la chaussée, mais en même temps, il y a des projets au niveau des trottoirs, tout ça. Donc, ça va être à analyser. Et pour la question de la rue Saint-Jean-Baptiste, pour l'instant, on n'en est pas là. Est-ce qu'il y aura des discussions ou des analyses subséquentes? Possiblement, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu là, à court terme à ce niveau-là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Donc, juste en terminant, je voulais peut-être juste faire un petit point là, sur la rencontre de la MRC de Charlevoix qu'on a tenue la semaine dernière
Il y a eu le règlement, l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire qui est une sorte de moratoire là, sur tout ce qui touche les constructions en zone forestière. Ça touche l'ensemble de la MRC. On a un beau territoire dans Charlevoix, on doit le chérir, on doit se sentir chanceux là, d'avoir accès là, à de beaux espaces comme on a ici. Il y a bien des gens de l'extérieur qui viennent chez nous pour voir le fleuve, les montagnes, tout ça. On est réserve mondiale de l'UNESCO au niveau de la biosphère. C'est pas juste un beau petit concept là, qui paraît bien, qu'on doit se dire hey, c'est-tu cute un petit peu d'avoir cette belle appellation-là. Je crois qu'on doit quand même en prendre soin de notre territoire et c'est une des responsabilités aussi des MRC, l'aménagement du territoire, les municipalités également. C'est clair que le Conseil des maires, la semaine dernière, on s'exprimait qu'on voulait vraiment là, réfléchir à l'aménagement futur du territoire. Qu'est-ce qu'on veut aussi de nos forêts? On l'a vu dans la pandémie, hein, il y a plusieurs personnes de l'extérieur de la région qui s'en viennent ici puis qui veulent décider de développer le territoire. Mais jusqu'où on veut que ça se développe, le territoire? Oui, on a une responsabilité là, comme élu de développeur économique, ça c'est vrai. Mais on en a une aussi de protection du territoire. Puis ça donne que ces deux responsabilités-là sont sur le même pied d'égalité. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. C'est clair qu'il y a des projets là, qui sont sur papier présentement, là, comme le fameux projet du Géolagon. C'est clair que tout ce projet-là, même cette saga, si on peut appeler ça comme ça, ça fait en sorte que ça nous a peut-être un petit peu réveillé plus au niveau des élus là, de la MRC. Et là, comme ça a été annoncé, il va y avoir une consultation publique là, pour les citoyens là, de Charlevoix-Ouest. Qu'est-ce que les gens veulent du territoire? Qu'est-ce que les gens voient pour le futur? Il y a eu un moratoire là, qui a été adopté pour 90 jours, ce qui fait qu'il n'y a pas de permis qui peuvent être octroyés là, en zone forestière là, sur l'ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix. On travaille actuellement à recenser les différents cas là, que ça touche sur les différentes municipalités. Donc, ceux et celles là, que ça les touche, exemple, là, sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul, je vous invite à communiquer avec le service d'urbanisme. On est en train de procéder là, à la recension des différentes personnes qui sont touchées par leur projet. Il devrait y avoir aussi là, une modification là, du règlement de contrôle intérimaire là, la semaine prochaine, à la prochaine séance du Conseil des maires. Donc, on va regarder au niveau de la MRC pour essayer d'élargir un petit peu le tout pour que ça soit moins contraignant. C'est clair que personnellement, là, je ne parle pas au nom là, de mes autres collègues de la table des maires, mais moi, quelqu'un qui construit une maison, c'est pas problématique pour moi et je pense pas que c'est à ça qu'on doit s'attaquer. Donc, ceux qui ont des projets de petite envergure, il n'y a pas un projet de petite envergure, vous me direz, mais ceux qui sont de plus petite densité, je crois que c'est pas ce type-là qu'on doit s'attaquer. Là. Ça vient restreindre tout le monde, mais c'est clair que moi, je m'engage à regarder avec mes collègues là, comment on peut faire pour être moins contraignant là, dans ce type de projet. C'est clair qu'il y a une différence entre bâtir une maison là, en zone forestière puis de faire 500-600 unités d'habitation touristique. Il faut être capable de différencier les deux. Et je pense qu'en bout de ligne, comme élu, il faut être capable aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut sur le territoire parce qu'on ne prend pas des décisions juste pour 2023. Hein. Quand on est assis à cette table-là puis à celle du Conseil des maires, on prend des décisions pour 2023, on en prend pour 2050, pour 2060 puis 2070. Fait que Charlevoix, il faut voir qu'est-ce qu'on veut puis il faut être capable aussi, on n'est pas des plantes vertes, il faut être capable des fois de se tenir debout puis de dire qu'est-ce qu'on veut pour le territoire de Charlevoix. Et c'est ça, je pense, une réflexion qu'on devait avoir, peut-être qui a été précipitée par certains projets, mais je crois que c'est très sain là, d'avoir ce type de débat et ce type de réflexion. Donc, ça fait le tour. Donc, je rappelle encore une fois ceux qui ont des comptes qui sont touchés là, par le règlement de contrôle intérimaire de la MRC pour leur projet sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Je vous invite à communiquer avec le service d'urbanisme à la ville. On va recenser les différentes situations, puis on va regarder là, comment on peut être moins restrictif là, que le règlement là, l'est actuellement. C'est un règlement qui est 90 jours, qui peut être prolongé aussi là, si besoin, mais l'intention de la MRC, là, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'on veut pour le futur et aussi de sonder les personnes, puisque l'aménagement du territoire, ça touche tous et chacun. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée, un beau mois également de février, une belle Saint-Valentin également là, pour ceux qui fêteront la Saint-Valentin demain. Sur ça, je vais demander si j'ai une personne pour proposer la fin de la séance. Madame Bouchard et c'est appuyé de Monsieur Besson. Bonne soirée.